Bien, il est 17h05, je pense qu'on va pouvoir tout doucement commencer. Alors tout d'abord, je précise que la réunion est enregistrée. Merci Valérie de m'avoir rappelé que je vous le rappelle. Effectivement, c'est enregistré. On mettra en ligne sous forme de petits actes vidéo en complément des actes qui sont faits à chaque fois lors de nos événements. On mettra des petites vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous aurez un point sur lequel vous souhaitez réentendre nos intervenants, vous pourrez le faire. Alors tout d'abord, donc, je vous remercie toutes et tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier événement en 2021 de la CCS. Donc, comme annoncé, il aura pour thème la communication sur les risques climatiques et nous aurons quatre spécialistes qui vont nous croiser les regards de quatre pays différents, donc une perspective différente sur ces enjeux, avec Thierry Libard pour la France, Andrea Catellani pour la Belgique, Bernard Motuski pour le Canada et Kersti Flotten pour la Norvège. Donc, merci à nos intervenants d'avance. Je remercie aussi nos partenaires pour cet événement, la chaire de relations publiques de l'Université du Québec à Montréal, le groupe de recherche et d'études communication, environnement, sciences et société de la Société française des sciences de l'information et de la communication, la Fondation Nicolas Hulot, Love and Life Institute, l'ADEME et CIDIES, qui sont partenaires de cet événement. Petit message d'information aussi pour les prochains événements de la CCS. On aura une prochaine visioconférence sur le thème des relations publiques qui aura lieu le 7 mai, avec cette fois-ci un focus autour des pratiques professionnelles et de l'encadrement de la profession, avec des intervenants qui sont à la fois spécialistes, mais aussi engagés dans les questions autour de l'encadrement des relations publiques. Autre événement, mais alors cette fois-ci c'est un petit peu plus tardif, ce sera le 17 novembre, qui a été retenu pour notre séminaire annuel autour de la question pour l'instant de l'astroturfing. On attend la validation de notre conseil scientifique pour envoyer un appel à communication. Mais voilà, vous êtes d'ores et déjà avertis sur ces thématiques-là. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps pour cette petite introduction. Je vais laisser la parole à Thierry Libard, qui est le président de la CCS, qui est collaborateur scientifique au Earth and Life Institute et qui a encore plein d'autres titres, mais on va se limiter à ces titres-là pour aujourd'hui. Et il va nous faire une présentation autour de Covid et risques climatiques. Quelles leçons à retenir ? Thierry, tu as la parole. Bonjour, merci. Bonjour à tout le monde. Oui, la présentation sur Covid et risques climatiques sous l'angle des sciences de la communication, c'est quelle réflexion peut-on avoir sur ces deux crises. Le point de départ, c'est que la crise climatique, elle est beaucoup apparue en filigrane de la crise Covid et que pour de nombreux observateurs, on l'a vu dans pas mal de dessins, après la vague pandémique, allait surgir une nouvelle vague plus importante, celle des conséquences du dérèglement climatique. Toutefois, ces deux formes de crise apparaissent trop dissemblables pour beaucoup, ce qui rendrait délicat, voire impossible, de pouvoir tirer des leçons de la crise sanitaire pour la menace de la crise environnementale. La crise Covid, elle a deux effets contraires sur la perception de la crise climatique. Elle l'a quantitativement réduit, mais qualitativement augmenté. Ce que je veux dire par là, c'est que les médias ont beaucoup moins parlé du dérèglement climatique au profit de la pandémie, numéro 1 du discours médiatique, mais une grande partie du discours explicatif relatif à l'émergence de la crise Covid a pointé la responsabilité de la perte de la biodiversité, de la dégradation de l'environnement, notamment de l'accroissement de la déforestation, poussant les animaux à sortir de leur espace naturel. Donc, c'est-à-dire que l'ampleur des enjeux mérite de s'attarder un peu au sujet, que malgré l'apparente différence de nature entre pandémie et risque climatique, on peut peut-être voir en quoi la crise Covid peut nous donner des leçons pour la crise climatique. Alors, peut-être dans un premier temps, c'est quoi ces similitudes dont on parle ? Il y a un point qui m'avait surpris au démarrage, c'est que tout le monde avait l'impression que la crise pandémique, au contraire du climat qui est programmé, était quelque chose de soudain, de totalement imprévisible.
Et en fait, en regardant de plus près, on s'aperçoit assez vite que lorsque la crise a éclaté à Wuhan, tous les signaux d'alerte étaient déjà allumés. Et que depuis une quinzaine d'années, et l'émergence du SRAS, puis du virus H1N1, tous les organismes en charge de la veille sur les risques, les organisations militaires notamment, nous avaient mis en garde. Pour être précis, en 2003, le rapport sur les risques émergents de l'OCDE avait identifié plusieurs risques systémiques, dont celui d'une pandémie. En 2008, le National Intelligence Council affine son diagnostic, l'émergence d'une maladie respiratoire humaine hautement transmissible et pour laquelle il n'y aurait pas de contre-mesures adéquates pourrait déclencher une pandémie mondiale. Premier service de renseignement aux États-Unis. En 2013, en France, le livre blanc de la défense nationale évalue le risque pandémique au plus haut niveau, 2013. Plus récemment, automne 2019, l'épidémiologiste William Dabb, dans son Que sais-je sur la santé environnementale, s'inquiète que de nouvelles épidémies soient à craindre en raison d'un passage animal-homme facilité dans certaines régions par des élevages intensifs, doublés d'une promiscuité pour tout ce qui touche à l'habitat. Il est encore plus précis, il alerte sur notre fragilité à endiguer cette menace, et je cite, « Lorsqu'on réalise que chaque jour, plus de 5000 personnes voyagent entre la France et l'Asie continentale, et il pose cette question, comment contrôler de tels flux en cas de pandémie grippale ?» Donc, c'est-à-dire, on le voit, si on regarde d'un peu plus près, toutes les cartographies de risque avaient mis le risque de la pandémie dans le top des alertes les plus importantes. Deuxième caractéristique, à mon sens commune, c'est que dans les deux cas, la crise, elle est universelle. Et je dirais même qu'on a là, avec la pandémie, la première grande crise réellement internationale. Les précédentes crises sanitaires étaient restées cantonnées à quelques continents, tout comme certains accidents industriels, à l'exemple de Tchernobyl ou Fukushima, dont on vient de célébrer, si on peut dire, le 10e anniversaire la semaine dernière. Cependant, derrière cette apparence d'universalité de la crise, où 4 milliards d'êtres humains ont été confinés à leur domicile, les conséquences furent inégalement partagées et l'égalité territoriale a masqué l'inégalité sociale. Pour être concret, les heureux possesseurs de résidences secondaires se sont empressés de les regagner avant que le confinement ne soit édicté, pendant que les familles défavorisées s'entassaient dans leur HLM. Si chacun d'entre nous avait l'obligation de rester à son domicile, la manière de surmonter cette épreuve, selon qu'elle s'effectue dans une tour de banlieue mal insonorisée ou une résidence avec balcon, terrasse ou jardin, n'a rien de comparable. Ce que je veux dire par là, c'est que la question climatique posera les mêmes problèmes d'accroissement des inégalités et une crise sanitaire comme une crise environnementale peut prioritairement se faire ressentir comme une crise sociale exacerbant nos inégalités. Caractéristique également des crises, c'est l'inertie des organisations, notamment dans la période post-crise. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on n'apprend pas forcément grand-chose de la crise qui vient de nous frapper. Les organisations apparaissent peu enclines à se refonder sur des bases différentes, comme si le fait d'avoir été affecté par un événement jugé comme improbable les mettait à l'abri d'une nouvelle crise. Là aussi, pour être précis, une épidémie semblable à celle de la Covid-19 était apparue dans le monde entre 68 et 70, nommée grippe de Hong Kong. Elle fit 31 000 morts pour la France, 1 million dans le monde. De même en Chine, cette crise était également apparue en Chine en 1968, avant de se propager d'abord aux États-Unis avec les transports aériens, puis de s'étendre dans le monde. Cette pandémie, comparable de nombreux points à celle que nous connaissons, semble avoir totalement disparu de la mémoire collective. De même, au niveau international, l'épisode du SRAS 2002-2004 a été, semble-t-il, totalement oublié. Et les nombreux budgets de recherche qui avaient été ouverts après l'épisode du SRAS ont été totalement refermés après. Et si on veut prendre un dernier exemple, dans un autre domaine, après la grande crise des subprimes en 2008, il y avait eu énormément de réflexions sur plus jamais une telle crise, comment refonder le système bancaire. Et on s'aperçoit 2-3 ans après qu'en fait, toutes ces réflexions sur comment échapper à ça sont désormais totalement derrière. Et puis peut-être autre point, c'est que dans les deux cas, la menace, elle n'est pas réellement très visible. C'est-à-dire on ne peut pas visualiser le coronavirus comme on ne peut pas se représenter l'élévation du nombre de ppm dans l'atmosphère ou le tonnage de CO2 qu'il conviendrait d'éviter de rejeter.
Donc, ça veut dire qu'aucun événement météorologique extrême ne peut être imputé directement au dérèglement climatique. C'est-à-dire que la visualisation dans les deux cas du problème, elle reste assez compliquée. Et puis, peut-être dans les derniers points, c'est sur le type de conséquences dans les deux cas qui peut être attendu, parce que la crise Covid a mis en évidence un phénomène qui est généralement passé sous silence dans les périodes de tension extrême, c'est celui dont il faut bien parler, celui de l'égoïsme et de la violence qui sommeillent en nous. Dès lors que l'arrivée en France du virus devenait inexorable, nos concitoyens se sont rués dans les grandes surfaces, emportant le maximum de produits semblant être de première nécessité, assez bizarrement des pâtes et du papier hygiénique. Les médias ont retransmis des scènes d'affrontements de consommateurs cherchant à s'arracher quelques provisions. C'est important parce que c'est un trait des périodes de tension que d'engendrer des mouvements de population pouvant aboutir à des drames humains. Et on voit que très souvent, le sauf qui peut arrive assez fréquemment dans les périodes de tension extrême. Et puis dernier point, c'est que dans les deux cas, on n'est pas à l'abri de phénomènes d'accélération, voire d'incontrôlabilité. Et si le scénario le plus probable en matière de crise Covid concerne une réduction progressive du risque pandémique, les mutations du virus ne nous mettent pas à l'abri d'une intensité croissante en termes de préparation, de propagation et de gravité, comme l'indiquait aujourd'hui encore l'apparition d'un nouveau variant, le variant breton, peut-être plus contagieux ou plus dangereux comme le variant anglais. Et s'agissant du climat, la réduction de la capacité de stockage du CO2 par les océans, la perte de la réflexion solaire au pôle, le dégel du permafrost, les indicateurs sont nombreux pour nous alerter sur la possibilité d'un probable emballement, disons d'un possible emballement. Bref, il faut éviter de connecter trop étroitement et artificiellement les deux problématiques. Bruno Latour déclarait qu'il fallait ériger des gestes barrières contre le dérèglement climatique, mais il existe un vaccin contre la Covid-19, il n'en existe pas pour le climat. Bref, on voit que dans les deux cas, malgré des différences apparentes, les crises étaient prévisibles, que les alertes avaient été lancées, que les impacts sont planétaires, que ça aggrave les inégalités sociales, que les mêmes types de phénomènes peuvent s'accélérer. Donc, il se passe quelque chose qui peut interpeller justement notre domaine, celui des sciences de l'information et de la communication. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en conclure sous cet angle-là? Je dirais peut-être l'émergence d'un nouveau discours. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la crise sanitaire ou de la crise climatique, la même question relative à nos manières de les percevoir peut être soulevée. Comme la crise Covid-19 est présentée comme une crise sanitaire et la crise climatique comme une crise environnementale, on commence à nous apercevoir de l'imbrication des enjeux environnementaux et sanitaires. Il est désormais certain que l'état de la biodiversité a une conséquence sur l'émergence de certains virus. De même, le dérèglement climatique représente prioritairement un problème économique, géopolitique, sanitaire, avant peut-être même d'être un sujet environnemental. C'est-à-dire que dans les deux cas, cantonner un problème global au sein d'un seul domaine ou d'une seule discipline réduit fortement notre compréhension et donc les chances de surmonter les risques. Deuxième point en communication, c'est que s'agissant de la crise Covid-19, une des caractéristiques principales de sa perception par l'opinion publique est qu'elle échappe dans son émergence ou son traitement à toute responsabilité individuelle. Le virus serait né d'un pangolin ou d'une chauve-souris, voire même se serait échappé d'un laboratoire chinois, et ses conséquences reposent sur l'impéritie de nos gouvernements ou la recherche de profit des laboratoires pharmaceutiques. Dans le domaine climatique, c'est la même chose. Chacun se refuse à considérer sa propre responsabilité, la renvoie sur celle des entreprises ou des gouvernements. Il est en conséquence nécessaire que les discours évoluent afin de quitter le registre incantatoire et global pour s'attacher à la personnalisation des messages et au rôle de chacun. La tonalité de la communication doit enfin évoluer. La communication sur la Covid est incompréhensible et les messages sont dispersés. En matière climatique, les discours apparaissent de la même manière, contraignants, techniques, incantatoires, moralisateurs. Donc pour conclure, en matière de virus ou de climat, nous nous trompons de combat. Il est impératif d'arrêter toute communication sur les risques présentés par le virus ou le dérèglement climatique. Le discours, à mon sens, doit se recentrer sur une narration positive,
celle présentant les bénéfices d'une action collective pour une meilleure qualité de vie. Un air plus pur, des produits plus sains, un mode de vie moins stressant. On ne mobilise pas une population sur la vision des risques, mais par l'évocation d'un objectif commun qui puisse donner envie. La lutte contre le virus, comme celle contre le CO2, est perdue d'avance car elle confond les moyens et les objectifs. Donc, commençons par imaginer un futur qui donne envie, et la lutte contre le virus et le CO2 apparaîtra davantage atteignable. Merci. Merci Thierry pour avoir respecté le temps très précisément. Eh bien, il est à 17h20 ou 12h20 au Canada et nous avons donc bien, un petit temps d'échange, voilà, 8-10 minutes maximum avant de passer à la présentation suivante. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez la poser directement dans le chat ou lever la main. Voilà, Sonia. Une question ou intervenir, faire ses propres observations sur ce sujet-là, parce qu'il me semble important aussi que tout le monde puisse s'exprimer. Alors Sonia, allez-y, je vous en prie, puis ensuite Andrea. Bonjour, bonsoir. Je suis au Québec, tout près de Montréal. Je suis professionnelle de la communication et j'étudie maintenant en gestion des risques à l'UQAM. Et entre autres, Bernard fut l'un de mes professeurs. Je vous remercie beaucoup, monsieur Thierry, de nous avoir ouvert les yeux sur cet aspect-là. J'aime beaucoup l'idée du discours positif. D'adopter un nouvel angle. Moi, j'aimerais vous entendre sur le rôle des gens en marketing. Vendre l'idée, vendre un discours positif, vendre des produits, vendre l'air pur. Comment ces gens-là en marketing pourraient emboîter le pas? Je n'ai pas d'avis en fait très clair sur le sujet du marketing. Tout ce que je peux dire, c'est deux choses. Le premier, c'est que pour moi, le marketing, c'est le grand oublié des théories de la communication parce que c'est renvoyé aux sciences de gestion et que tous les débats pour une communication plus responsable, etc., se centrent sur des problématiques de communication. Et je vois qu'en matière, par exemple, on parle beaucoup de greenwashing, on parle de greenwashing pour la publicité ou pour d'autres, mais on en parle beaucoup moins dans le domaine du marketing. Donc, ça renvoie peut-être à mon deuxième point. Comment le marketing pourrait s'en saisir? Déjà, il doit s'en saisir dans une vision qui soit la moins intéressée au sens court-termiste de la part des entreprises. Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup à la crédibilité de la communication, c'est-à-dire d'avoir des arguments marketing qui soient au service directement de l'émetteur, donc en général du monde de l'entreprise, et pas dans une vision un peu plus globale. Donc, je dirais comme élément de réponse, comment ils peuvent en parler? Peut-être en essayant de voir si l'ensemble des paramètres pour une communication plus responsable peuvent s'appliquer au domaine du marketing. Merci. Si vous aviez un autre, je vous en prie, hein, si vous aviez une remarque ou si... Peut-être que j'ajoute, pas ajouter, mais de voir, de creuser. Parce que oui, on pense marketing, on pense vendre des produits, mais c'est aussi vendre des idées, vendre une approche, vendre une façon d'aborder les choses. Donc, je pense qu'en communication, on aurait tout intérêt à se servir d'eux pour justement faire passer le message. On a beau communiquer. Comme vous le disiez tantôt, l'aspect scientifique, l'aspect moralisateur peut être un peu lourd. Puis les réflexes ne se changeront pas du jour au lendemain. Là. Donc, peut-être de se faire aider par des gens qui sont habitués de vendre des choses. Et il y avait peut-être un point à ajouter, parce que c'était aussi une grande critique, c'est que et peut-être ça s'applique davantage aux problématiques sciences de gestion, marketing qu'à la communication, c'est vraiment la redécouverte des fondamentaux de la communication, c'est-à-dire que la communication, c'est peut-être d'abord le récepteur. Et que dans les problématiques de transmettre une information, transmettre un message, faut peut-être mieux travailler sur les attentes du récepteur. Parce que moi, ce que j'ai vu beaucoup sur le sujet de la communication climatique, c'est que le message se confondait avec l'émetteur. C'est-à-dire que, pour être plus clair, que les messages qui nous disaient d'avoir un comportement exemplaire visaient moins l'efficacité même du message que la promotion de la personne, de l'interlocuteur, enfin de l'émetteur du message.
souvent dans le domaine des institutions publiques ou des collectivités territoriales. Donc, ça veut dire aussi travailler le message en fonction de son efficacité, sa performance, et non pas au service de l'émetteur pour accroître sa réputation, son image. Ce qui est souvent le cas. Alors, je vais donner la parole à Sabrina, puis ensuite à Andrea, comme ça fera transition avec la prise de parole d'Andrea. Sabrina Turcot, je vous en prie. Turcotte, Tanché. Désolé, le nom est mangé sur mon écran. C'est bien correct. Donc, moi aussi, je suis au Québec, à Sherbrooke, en fait. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment pouvons-nous faire en sorte que l'information, en fait, la bonne information, se retrouve en haut de la pyramide de toutes les informations qui nous sont un peu lancées dessus depuis le début de la pandémie. Donc, comment en fait que l'information qu'on souhaite transmettre soit bien ingérée, je vais dire ça comme ça. Oui, je sais pas. Je passe mon tour. Hein. J'ai vraiment pas de réponse. Si vous en avez, je suis prêt. Parce que c'est effectivement une question méga compliquée, en tout cas pour moi. Je pense que personne n'a la réponse, malheureusement. La difficulté, c'est comment mettre la bonne information au sommet de ce qu'on peut attendre. Là où c'est difficile, c'est que sur un sujet, moi, ce qui m'a stupéfait, j'avais entendu Étienne Klein, que vous connaissez peut-être, un grand scientifique français, qui, dans son dernier livre, citait un sondage sur les Français et la crise Covid. Et il y avait une des questions qui portait sur le médicament qui était présenté comme un peu miraculeux il y a quelques mois, qui était l'hydrochloroquine. Et il disait 60% des Français sont pour, 20% sont contre. Ce qui veut dire que 80% des Français ont un avis sur l'efficacité des médicaments, alors même où tous les scientifiques n'avaient aucun avis et ne savaient pas du tout quelle était l'efficacité du domaine. Donc on voit qu'on est sur un sujet où sur clairement des problématiques qui sont très techniques, climat ou Covid. La problématique, c'est tout le monde a un avis sur le sujet. Donc comment faire émerger et comment définir ce qui peut être la bonne information sans qu'on verse dans quelque chose qui peut être trop unilatéral, c'est-à-dire, moi, je ne me sentirais pas de dire, voilà, c'est ça une bonne information, parce que là, on risque ce côté un peu despotique de la communication qu'il faut éviter. Et puis, c'est tout le sujet de la désinformation, des fake news qui circulent aussi en permanence. Donc, comment calibrer une bonne information? Ça, pour moi, c'est déjà se refonder sur des sources qui sont académiques. Comme on est dans un ultra court-termisme actuel, c'est aller voir dans les laboratoires de recherche. Là, justement, à l'Académie des controverses, on essaie en permanence d'aller puiser dans les résultats de recherche validés, qui sont effectués, avec des protocoles de recherche exigeants qui donnent le même type de résultats. Ça nous permet de dire des choses dont on est à peu près sûr qu'elles sont indiscutables. Mais de là à les imposer comme étant la vérité suprême, il faut toujours être un peu plus prudent. Je vois dans le chat, il y a aussi quelqu'un qui a mis une remarque sur les opportunités par rapport aux dirigeants et au conseil d'administration. Oui, évidemment, vous avez vu ce qui s'est passé hier avec Danone. Alors, je ne connais pas le fond du sujet, mais on voyait une entreprise qui essayait de se positionner comme une entreprise à mission avec un engagement fort sur la RSE. Et puis le poids de la finance et des actionnaires qui impose le départ du président pour le remplacer par un président plus en phase avec l'intérêt de donner des dividendes importants aux actionnaires. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention au modèle économique dans lequel on baigne. On va prendre une dernière question. Daniel Lucani, puis ensuite Andrea, je te donnerai la parole. Oui, merci. Bonjour à tous et salut Thierry. Moi, je suis à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Évidemment que j'adhère à l'idée d'un nouveau récit positif pour embarquer les gens. Mais alors, je m'interroge depuis 2 ans dans les sciences comportementales. Il y a un biais cognitif qui est l'aversion à la perte, où on voit que souvent c'est
la peur de perdre quelque chose, il est supérieur, toute chose égale par ailleurs, au même gain. Et donc, du coup, dans le changement de comportement, bon, l'aversion à la perte est un facteur pour amener l'individu à changer. Bon. Sauf que jouer sur l'aversion à la perte, c'est un peu jouer sur une dimension pas très positive de l'âme humaine, entre guillemets. Pourtant, ça fonctionne. Et donc, je m'interroge depuis plusieurs mois enfin, sur comment on peut manipuler l'aversion à la perte qui peut faire changer avec une logique de construction d'un nouveau récit positif. Ton avis? Ouais. Alors là, je reconnais l'amateur des théories de behavioral economics et du nudge, parce que la version de la perte, ça fait partie des biais cognitifs qui sont bien délimités. Peut-être qu'un des éléments de réponse, c'est peut-être de prendre le contre-exemple de l'aversion à la perte pour montrer la véracité du gain attendu. Parce que dans le domaine du climat, comme peut-être sur les enjeux sanitaires, autant on peut présenter la perte qu'on peut avoir, autant ce qu'on peut gagner apparaît toujours de manière très vague. Et moi, par exemple, ce que je dis dans le discours climatique, c'est qu'il donne peu envie d'agir parce qu'il ne présente pas les gains espérés par le combat climatique. Pour le dire autrement, le combat climatique, on présente tout ce dont il faudrait normalement se priver pour aboutir à la neutralité carbone, mais on ne présente pas les bénéfices attendus directs qui sont évidents, qui est un air plus pur, une alimentation plus saine, une meilleure qualité de vie en somme. Et peut-être qu'un des éléments de réponse, c'est peut-être ce qu'on est capable, dans le discours politique, là pour le coup, d'avoir une vision un peu plus crédible du gain espéré par rapport à la lutte contre Covid ou dérèglement climatique. Il y a une question aussi dans le chat. Il reste 30 secondes, François, parce que je vois une question de Clément qui dit il y a un postulat que le discours positif, c'est le plus efficace, mais ce n'est pas évident, il vaut mieux parler vrai. Oui, bien sûr, on est d'accord. Ce qu'on dit souvent, c'est le parler vrai ne doit pas être confondu avec le discours collapsologue. Je caricature un peu, mais c'est quand même l'idée principale. C'est-à-dire que le contraire du discours positif, qui serait un discours fin du monde, on va à la catastrophe, un discours un peu terrifiant, ça, on sait que ça ne marche pas, sauf à considérer qu'il y a deux éléments qui contrebalancent le discours purement négatif, qui est le mode d'emploi, c'est-à-dire concrètement ce que vous pouvez faire, et puis l'efficacité de votre action. Donc ça veut dire que il faut faire attention avec les idées un peu générales. Le discours terrifiant, pour être rapide, ne fonctionne pas, mais il y a quand même des éléments qui font qu'il peut fonctionner. Donc si on met le parler vrai et qu'on indique qu'il y a des solutions et comment on peut les atteindre, là ça peut marcher. Mais un discours parler vrai pour dire les amis, on va dans le mur, là, il faut se méfier parce que ça entraîne plutôt un effet boomerang. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, on aura l'occasion de continuer à échanger sur ces thématiques-là pendant la petite période d'échange. Alors, je vais présenter rapidement Andrea, puis lui donner la parole. Donc, Andrea Caltellani, qui est professeur en sciences de communication à l'Université catholique de Louvain, qui est aussi le co-animateur du groupe d'études et de recherche communication, environnement, sciences, société, et qui a coordonné le dernier numéro de la Revue française des sciences d'information et de la communication sur environnement, nature et communication à l'ère de l'Anthropocène. Je fais un peu de pub parce que je suis aussi écrit dedans et il a fait un très gros travail, donc je le souligne. Et puis Andrea, voilà, je te donne la parole. Merci beaucoup. Je voulais savoir, j'ai essayé de partager mon écran, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le droit, donc je pense que quelqu'un doit m'autoriser. Je vais... Alors... Merci beaucoup. Je vais voir si je peux te... Voilà, je voulais entre-temps remercier beaucoup pour Thierry parce que c'est toujours très intéressant. Et je voulais simplement dire que j'ai l'impression, autre que les courses des premiers jours pour acheter du papier toilette, etc., il y a eu aussi quand même des formes de solidarité, faire du bruit le soir pour les soignants, etc. Donc, c'est clair qu'il y a eu aussi ces phénomènes.
Et l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à la discussion qui vient d'avoir lieu, c'est l'adaptation culturelle. Donc, ce discours positif, c'est important aussi de l'adapter parce que les psychologues comme Stockness et d'autres soulignent l'importance de l'identité. Donc, il faut un discours qui soit aussi décliné selon les différentes sphères et mondes culturels et des valeurs qui existent. Voilà. Le partage d'écran est réglé. Le partage d'écran est réglé. Merci. Effectivement. Share. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Alors, je vais lancer le PowerPoint que vous voyez, j'espère, à l'écran. Donc là, c'était simplement pour faire une petite promotion de notre groupe donc Communication, Environnement, Sciences et Société. Vous voyez, il y a un groupe Facebook pour les personnes intéressées et une page, un carnet hypothèse, comme environnement.hypothèse.org pour les personnes intéressées. Donc aujourd'hui, je vais faire quelques notes sur le discours corporate et le climat. Je me suis basé sur un article scientifique de Øyvind Dihlen, qui est professeur à l'Université de Oslo, qui avait analysé en 2015 le discours des 76 entreprises. Il avait analysé 76 rapports RSE, 76 peut-être, vu le contexte, et de la liste Fortune Global List. Et il avait identifié une série de caractéristiques de ces discours concernant notamment la prise de responsabilité, pas seulement le climat, mais en tout cas, ça s'applique évidemment bien au climat, de la part de ces entreprises. Donc, comment ces entreprises parlent? Alors, le manque d'une définition claire du terme sustainability ou développement durable ou soutenabilité, la présence de la métaphore de l'équilibre entre business et durabilité qui reste quelque chose de vague, très présent mais un peu vague, une vision plutôt corporate-centrique, donc centrée sur la durabilité de l'entreprise, plutôt qu'une durabilité plus large, une utilisation, si on veut, de cette notion au service du business, ce qu'Øyvind Dihlen appelle l'écomodernisme, donc une vision où le statu quo n'est pas touché, le système économique, etc., continue à être en place, il suffit des changements mineurs, surtout à travers des solutions technologiques pour résoudre les problèmes environnementaux. Et cette idée, ce lieu rhétorique, si on veut, qui est l'entreprise, en fait, a toujours été durable. Donc, là, j'ai mis une citation d'une de ces entreprises tirée de ces articles qui montrent que l'entreprise dit que depuis 165 ans, ils sont durables. L'aspect positif de ces discours un peu trop positifs pour Øyvind Dihlen, et là, ce serait intéressant parce qu'effectivement, les entreprises font un discours positif, on en parlait tout à l'heure, et que, voilà, un discours très positif peut tirer vers le haut l'entreprise. Donc, l'entreprise fait un discours qui ne correspond pas complètement à sa pratique, et sa pratique doit suivre. On parle en anglais de talk the walk, walk the talk plutôt. Donc, on parle d'aspirational talk, donc quelque chose qui peut avoir un effet selon certains chercheurs, mais Øyvind est resté assez perplexe sur l'efficacité de ce phénomène. Alors, ici, je voulais montrer quelques exemples. Donc, moi, j'ai fait une recherche sur une série d'entreprises qui sont cotées au BEL 20, donc c'est l'équivalent du CAC 40, donc c'est la liste des entreprises qui ont la capitalisation boursière plus importante à la bourse belge. Pour avoir un regard belge, c'est qu'on m'a un peu demandé. Il y a aussi d'autres critères. En tout cas, AGAS, par exemple, l'assurance, on trouve ce discours sur l'harmonie entre économie et sociale, l'intégration du développement durable. Vous avez au niveau visuel des images comme cette image un peu d'éthos, dans le sens des mises en scène du responsable, du dirigeant qui affirme ses convictions. Je suis convaincu. Ailleurs, on trouve les pictogrammes des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU. Il y a un discours sur l'intégration parfaite du développement durable dans le modèle d'entreprise. Autre, je dois aller très vite évidemment, autre entreprise, Solvay, donc grand groupe belgo-français de chimie, hein, très ancien, qui présente donc des solutions, qui présentent cette connexion entre business et durabilité. À Solvay, nous croyons dans les solutions techniques et scientifiques pour résoudre les problèmes. Et donc, on parle de People Planet Pockets, par exemple aussi.
Ici, sur cette page, vous voyez au niveau visuel une reprise, une forme d'intertextualité visuelle, la reprise de l'image d'une personne qui ressemble un petit peu à Greta Thunberg, mais c'est plutôt une fille plus jeune. Donc, il y a l'archétype de l'enfance. L'enfance qui est un thème visuel, un motif visuel très présent dans ce type de littérature corporate. Vous avez dans d'autres images des icebergs, des très belles images, très propres, très clean. Ailleurs, on voit des usines immergées dans un grand ciel bleu avec beaucoup de verre. Et j'ai repensé à ce que Patrice Delabroise, professeur à Lille, appelait le complexe du sale. Donc, la difficulté pour, évidemment, l'entreprise, c'est évident, en tout cas dans certains cas, de mettre en scène les dimensions plus sales, entre guillemets, de la production industrielle. En tout cas, c'est une partie d'un univers visuel que j'ai rencontré, lié parfois à des stéréotypes, où on trouve aussi des belles photos des dispositifs technologiques et la mise en scène du personnel au travail de l'entreprise. Ici, vous avez un autre exemple où il y a un autre phénomène d'intertextualité, où c'est plutôt l'imaginaire des marches pour le climat qui est mobilisé, avec sur le plan verbal ce registre métaphorique, walking the talk, joindre le geste à la parole, le jugement éthique est en évidence. Donc ici, l'entreprise reprend la position c'est en sémiotique qu'on appelle le destinateur juge, donc le titulaire des valeurs. Donc l'entreprise s'approprie, d'un point de vue discursif, de la position de celui qui énonce les valeurs, qui juge. Mais c'est nous-mêmes qui disons qu'il faut faire ce qu'on dit. Et puis, il y a un autre lieu rhétorique que j'ai identifié chez Solvay et chez d'autres entreprises, c'est ce que j'ai appelé le lieu du fait d'aller de bien à mieux. Bon, en français, on dit de mieux à mieux, mais pour faire comprendre. Donc, je cite, en termes d'ambition climatique, Solvay a adopté en 2015 un objectif de réduction de l'intensité en CO2 de ses activités industrielles en se concentrant sur les émissions causées dans nos usines par la production de produits chimiques. Début 2018, nous avions déjà atteint 80% de notre objectif. Il était temps de passer à un nouvel objectif. En accord avec les défis, la diminution des émissions doit se faire en valeur absolue. Nous avons donc changé d'objectif en nous engageant sur la réduction des CO2 en kilotonnes réelles, etc. Donc, il y a des programmes d'action, réduire les émissions, etc. Et puis, il y a des métaprogrammes, le programme de relever la barre de l'ambition climatique. Et aussi le programme de faire ce qu'on dit, donc une sorte de métaprogramme éthique qui s'installe. Et puis, voilà, donc l'entreprise présente son engagement à ces niveaux-là. Il y a d'aller de bien à mieux qui me semble vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans d'autres cas aussi, dans d'autres entreprises aussi. Évidemment, il n'y a pas le temps de voir tous les exemples. Le visuel, voilà, les adolescents, donc une totale adhésion au message des marches pour le climat. Il y a aussi des vidéos où on voit le rapprochement, la conciliation entre l'imaginaire industriel technologique, l'imaginaire plutôt de nature, les enfants, les travailleurs, une alternance de scènes, de plans très rapprochés, des plans plus larges, donc une sorte de maîtrise cognitive que l'entreprise montre. Il y a des témoignages des dirigeants locaux qui montrent, donc aussi qui mobilisent la rhétorique de l'exemple. Alors, pour conclure sur Solvay, voilà, le discours est celui de dire il n'y a plus de doute, le changement climatique est confirmé, c'est le temps de l'action et notre entreprise maîtrise cela. Donc, nous pouvons le faire. C'est un passage de l'épistémique, donc de la discussion sur le savoir, au pragmatique en plein. Aperam, donc une entreprise de métallurgie qui produit de l'acier. Ici, voilà, on se présente directement comme un champion. Donc, le 0,48 tonnes de CO2 par tonne de Bram, l'empreinte carbone la plus faible du secteur au monde. Donc, c'est une entreprise qui affiche avec fierté sa position de leader dans son secteur et affiche cette forêt, vous voyez à droite, la forêt que l'entreprise possède au Brésil et qui permet de remplacer le charbon fossile par du charbon de bois dans une usine de groupe, une image très présente dans les pages sur le climat. On a aussi un imaginaire visuel différent. On voit des installations où, par exemple, on utilise le LED, où on recycle l'énergie, etc.
Donc, on met en scène aussi, évidemment, cet imaginaire industriel et on parle des capacités, de la puissance, si on veut, industrielle de cette entreprise. Et puis, il y a aussi ce discours d'aller du bien à mieux. Donc, il ne suffit pas de se conformer, nous visons le dépassement, de se conformer aux réglementations, nous visons le dépassement. Et nous visons à atteindre la neutralité carbone. Et donc, il y a toujours ce discours aussi du dépassement, d'aller vers le mieux. Et puis, j'ai trouvé des petites choses, peut-être qui font penser que, je ne sais pas si Mathieu Janisch est là, mais en tout cas, parfois, même une entreprise qui effectivement est très bien placée, qui a des pratiques d'excellence dans son secteur, peut être accusée de quelque forme bon, qui rappelle un peu le greenwashing, parce qu'ici, par exemple, vous avez l'affirmation qui est Aperam produces a clean stainless steel. Donc, l'acier produit est propre. Et au début de ce PowerPoint, de ce PDF qui est mis à disposition sur leur site, on dit aussi que c'est un acier vert. Donc, on peut se poser des questions, parce que c'est clair que dire que c'est les meilleurs du marché, c'est bien. Dire que c'est totalement propre ou propre, tout simplement, ça peut poser question du point de vue des règles, disons, de la communication. Bon, ça, c'est des petites choses que j'ai remarquées. Ici, par exemple, vous avez par contre un petit problème d'échelle. Donc, vous voyez le 0,78 à droite par rapport… Encore 2 minutes, Andrea. Il n'y a aucune comparaison possible. Je pense que je dois conclure, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, désolé. c'est ça. Donc, non, ben, c'est normal. En tout cas, vous voyez, je suis à la slide 11, donc je vais sauter certains autres exemples. Mes conclusions, en tout cas, sont que dans ce discours corporate que j'ai pu explorer, pour ces quelques groupes, le savoir sur le changement climatique est établi. Il faut agir, c'est compliqué, mais les entreprises vont contribuer de façon importante. Et donc, les grands caractères du discours corporate positif, sans opposant, sans polémique, sans saleté, est confirmé. L'écomodernisme me semble aussi confirmé dans le sens d'écomodernisme donné par Øyvind Dihlen. Les multinationales se profilent comme des sujets narratifs, donc des acteurs compétents, convaincus. Ils utilisent des figures comme celle du bien en mieux, comme celle de l'équilibre qui est toujours là, de la conciliation, de l'harmonie. Le visuel, c'est toujours des dispositifs visuels riches et pluriels où on utilise les graphiques, les photos et cet univers où on cherche à intégrer certains éléments qui viennent de la société, comme les marches pour le climat, même si c'est assez marginal. Je voulais conclure sur une note différente en disant que j'ai l'impression, si on considère les acteurs, disons la technologie, le monde économique, les entreprises et la politique, par rapport au changement et à la transition écologique, je suis un peu perplexe par rapport à la capacité des entreprises à être le moteur principal de ce changement. Je pense qu'ils ont évidemment un rôle à jouer, peut-être parfois un peu à reculons, mais je pense que le moteur principal sera une mobilisation globale, démocratique, et qui passera par des impositions démocratique, mais en tout cas de type politique. Et puis, évidemment, la technologie aura un rôle à jouer, le marché aussi. Mais ça, c'est mon opinion totalement discutable, en sachant que les Français semblent penser un peu différemment, parce que dans le Edelman Trust Barometer 2021, mon patron est la source d'information considérée plus fiable. Donc, la discussion est ouverte. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Andrea. Donc voilà, on a quelques minutes pour échanger. Donc n'hésitez pas à échanger directement dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez poser une question. Sonia, je vous en prie. Merci. Bonjour, merci beaucoup. J'aimerais vous entendre sur la crédibilité des grandes entreprises, parce que parfois on peut avoir l'impression que ces gens-là, justement, ne walk pas the talk, parce qu'ils ne jouent que la carte, et je reviens sur le marketing, sur l'image du bon citoyen corporatif. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Alors, la crédibilité de ces entreprises-là, la communication qu'ils devraient utiliser. Donc après, il faut voir à quel public on s'adresse, hein, parce que je suis d'accord, il faut voir à qui l'entreprise est en train de parler, puis quelle entreprise parle.
C'est clair que c'est un discours. D'ailleurs, je m'interrogeais en étudiant, en regardant ces images et ces textes, je m'interrogeais sur qui lit justement et combien de personnes vont consulter ces documents et ces sites. En tout cas, c'est partie des sites sur la durabilité, etc. Bon, la question reste ouverte. Je n'ai pas une réponse. Je pense qu'il y a les critères. Par exemple, en France, l'ADEME a publié des documents très intéressants sur les critères de la communication responsable. Je ne sais pas, je ne connais pas les équivalents au Canada ou ailleurs, mais en tout cas, c'est clair que la prudence, voilà, il y a des critères liés à la prudence, à la proportionnalité du discours par rapport aux actions qu'on met en place. Donc, Thierry Libart parlait il y a quelque temps de slow communication, donc de ne pas chercher le coût, de faire attention, de chercher une proportionnalité, de chercher le long terme, de faire une politique de, comment dire, presque de petits pas. Bon, c'est peut-être pas la bonne expression, mais en tout cas quelque chose qui soit de cet ordre-là. Voilà, ça c'est une réponse un peu à chaud et rapide. Donc, je n'ai pas une recette globale. C'est clair que les différentes entreprises travaillent. Il y a une littérature, en tout cas, ce qui s'est mis en place aussi. Hein, donc, c'est une forme littéraire, celle du rapport RSE, par exemple, du site web, qui a ses règles. Donc, il y a peu d'entreprises qui semblent sortir, il me semble, de ces standards qui se sont installés. Donc, on attend de bonnes initiatives. Ça m'a fait penser à des initiatives positives en ces moments qui ont lieu. Par exemple, en France, il y a la convention des entreprises pour le climat qui est un peu en parallèle avec la convention citoyenne. Donc, c'est des entreprises qui veulent être un peu des moteurs d'innovation. Donc, ça, c'est certainement quelque chose de positif. Il y a aussi une prise de position du secteur, je pense, publicitaire, mais Thierry aura plus d'informations, français, qui disent vouloir donc aller vers plus d'engagement concernant voilà, justement le climat et l'engagement pour l'écologie. Donc, il y a des initiatives intéressantes aussi dans le domaine de la communication liées aux entreprises, disons, liées au secteur privé. Moi, je reste un peu sur ma position de départ pour l'instant, mais j'accepte tout type de critiques. Je pense que ce n'est pas forcément là qu'on aura les avancées plus importantes, ou alors un petit peu à reculons, avec un peu de difficulté. Voilà, je pense qu'il y aura un rôle important à jouer pour la loi, pour l'intervention démocratique toujours, mais pour des interventions un peu de l'extérieur. Je sais que Thierry peut-être d'autres positions, d'autres concernant par exemple l'autorégulation publicitaire, c'est-à-dire c'est clair que le secteur ne doit pas recevoir des impositions de l'extérieur seulement, il faut que le secteur participe, je suis d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait comment dire, une forte poussée politique pour que les secteurs après suivent et se mettent en branle, en mouvement. Bon, ça c'est mon opinion, hein, je vais dire. Voilà, je suis un peu critique sur... Merci Andrea. Il y a une petite question de la part de Karine. Bonjour Karine. Elle aurait voulu savoir si les campagnes d'information et de sensibilisation à grande échelle, donc engageantes pour les firmes, ou sont juste des valeurs affichées sur les sites corporate de ces entreprises, par rapport, je pense, aux exemples que tu es en train de lire dans le chat, parce que je n'ai pas... Voilà, s'il s'agit des campagnes... Non, ce que j'ai regardé, c'est simplement des sites web. Hein, c'est les sites web corporate de ces entreprises où les entreprises présentent leur identité. Donc, c'est vraiment la communication corporate classique. Il y a les rapports RSE ou les rapports intégrés où il y a des parties dédiées à la partie non financière. Donc, il ne s'agit pas des campagnes du tout. Donc, on est bien loin des campagnes de sensibilisation à grande échelle. Il y avait un exemple que j'avais trouvé par exemple, AB InBev, donc bière, qui avait fait des campagnes de promotion de la bière où on récupère le changement climatique. Et donc, on a des jolies images. C'était une des marques, Budweiser, je crois, où on montre, par exemple, une tornade qui est dans la bière pour dire que la bière s'engage contre le changement climatique. Mais ce n'est pas des campagnes de sensibilisation. Oui. Nelly, voilà, effectivement. Je parcours moi aussi le chat. Faire parler de soi, oui, ça c'est une des grands apports, disons, des relations publiques. Hein, c'est le two-step flow, donc le fait que
trouver des co-énonciateurs, certainement. Trouver des co-énonciateurs, c'est toujours important. Donc, trouver quelqu'un qui parle, qui porte son propre message avec toutes les dérives que ça peut porter, évidemment. Donc, mais en tout cas, c'est effectivement un principe. Là, je réponds à Sophie qui avait posé cette question sur les influenceurs. Mais je ne sais pas, peut-être Thierry et d'autres connaissent mieux ce qui s'est fait au niveau corporate par rapport aux influenceurs. Donc, c'est clair, en tout cas, qu'à travers les relations publiques, on cherche à avoir une bonne couverture presse, déjà, par exemple. Donc, contrainte légale, oui, je suis d'accord. Merci pour l'info sur le débat concernant la publicité. Bon, eh bien, je pense qu'on aura d'autres questions et d'autres échanges encore au moment de la dernière petite partie. Alors, on a pris un petit peu de retard, mais bon, c'est pas gravissime. Merci Andrea pour cette présentation. Et merci pour vos questions. Je vais donner la parole maintenant à Kirsi Flottom, désolé si j'écorche, qui est professeur de linguistique à l'université de Bergen et qui a coordonné un ouvrage, un numéro des quêtes praxématiques sur le changement climatique en discours et qui a aussi écrit un ouvrage sur The Role of Language in the Climate Change Debate. Et aujourd'hui, elle nous présente la représentation de l'avenir dans les blocs climatiques, approche linguistique sur les blocs francophones. Merci beaucoup, Kirsi. Merci. Je voudrais aussi partager un écran. Alors, je vais voir. Normalement, ça fonctionne. Oui. Ça semble fonctionner là, si j'arrive à… On le voit. Oui, on le voit. Merci. Très bien. Je vais juste enlever… Voilà. Pardon. C'est bien comme ça? OK. Parfait. Alors, merci de l'invitation de parler ici à cette rencontre. Je pense que je dois dire tout de suite que je ne suis pas experte et spécialiste en la communication de risque, mais j'espère que ma présentation pourra intéresser, du moins dans une certaine mesure. Et pour situer un tant soit peu ma recherche, je voudrais dire quelques mots sur le groupe de recherche que je dirige à l'Université de Bergen, le groupe LINCLIM, qui s'intéresse avant tout au rôle du langage dans les questions climatiques et environnementales. Alors, LINCLIM, c'est une abréviation du titre « Représentation linguistique du discours portant sur le changement climatique et leurs interprétations individuelles et collectives ». Et notre question de recherche principale a porté sur le rôle du langage dans le débat portant sur le climat, et cela dans une collaboration pluridisciplinaire, où nous, les linguistes, collaborons avec des chercheurs de climat, politique, médias, littérature, psychologie et informatique. Et comme vous le voyez, nos matériaux sont de différents types et notre cadre théorique se base principalement sur la polyphonie linguistique, c'est-à-dire concernant les voix qui se manifestent, le dialogisme et la narrativité. Et nos méthodes sont diverses et souvent mixtes. Et enfin, notre objectif a toujours été de développer une contribution à la base de connaissances sur laquelle se fondent les décisions politiques et sociétales portant sur le climat. Mais alors ici, je vais présenter quelques résultats obtenus par une analyse portant sur la manière dont l'avenir est perçu dans des blogs liés au changement climatique. Et comme je vais faire très court, pour plus de détails, je vous renvoie à cet article publié en 2019. Alors, bien que la question de l'avenir soit abordée dans de nombreux débats, tant publics que scientifiques, les représentations linguistiques de l'avenir restent encore relativement peu examinées. Et c'est dans cette perspective que nous avons entrepris de l'examiner dans un large corpus de blogs francophones. Et je dois préciser tout de suite que nous avons considéré bien sûr les deux mots avenir et futur, mais pour des raisons pratiques, j'utilise seulement avenir ici pour couvrir les deux mots. Notre objectif a été la recension des perspectives optimistes et positives d'une société durable et des perspectives pessimistes et négatives des conséquences dramatiques des changements climatiques. Et nous avons focalisé sur les blogs des années 2009 à 10, la période entourant la COP15 de Copenhague,
Et puis, les années 2013 à 2014, c'est la période de la publication des rapports AR5 du GIEC. Nous avons entrepris une approche mixte, principalement qualitative, d'une perspective lexicale, basée sur une analyse de contenu et centrée sur le langage évaluatif. Alors, pour ce qui est de l'état de l'art, dans ce domaine, je n'ai pas le temps d'y entrer ici, mais je vous renvoie à notre article de 2019 et je tiens aussi à mentionner deux articles qui ont été importants pour notre perspective. D'abord, celui de Geneviève Petitot sur les mots de l'écologie et puis un article qu'on a fait avec des collègues en 2014 sur un corpus semblable anglais. Petitot, par exemple, qui, à travers l'étude d'un corpus de livres de vulgarisation, remarque que ces ouvrages ont tendance à souligner les risques et les menaces associés à la question de l'environnement. Et alors, nous allons voir ce qu'il en est dans des blogs français. D'abord, quelques mots sur notre corpus qui constitue un échantillon tiré d'un ensemble de plus de 2000 blogs francophones portant sur le changement climatique. Et ça, centré dans tous les détails de recherche et les procédures statistiques pour sélectionner des cas pertinents, nous avons opté pour une recherche des mots avenir et futur en combinaison avec les mots climatique et réchauffement, en permettant une distance entre les mots recherchés de 1 à 20 mots. Et cela a abouti à 711 énoncés avec les occurrences des mots en question, presque également répartis entre les deux périodes. Et comme il n'y a pas de grande différence entre les deux périodes, je n'entrerai pas dans plus de détails sur cela ici. Alors, pour nos études qualitatives, j'aborderai d'abord les résultats concernant les perspectives et ensuite une considération de l'examen évaluatif et pour finir, un bref aperçu des cibles affectées par l'avenir tel qu'il est envisagé dans chaque occurrence. Et d'abord, les perspectives positives et négatives. Comme vous le voyez, le résultat est très clair. La grande majorité de perspectives manifestées sont négatives. En revanche, nous notons que très peu de billets font montre d'une perspective positive. Ensuite, il y en a quelques-uns qui n'expriment une perspective ni positive ni négative. Et enfin aussi, les billets traduisant des perspectives qui nient la question climatique tout court sont peu importants. Mais pour illustrer ces chiffres, voici quelques exemples, dont les premiers représentent la grande majorité des perspectives négatives exprimées. Et vous voyez que dans l'exemple 1, c'est le verbe détruire qui contribue à cette perspective. Et puis dans 2, c'est une expression plus longue, un monde invivable à nos enfants, pour qui l'avenir n'est déjà pas rose. Et dans le cas des billets exprimant une perspective positive, celle-ci est introduite par le substantif chance en 3, mais notez toutefois qu'il est intégré dans une question incorporant une hypothèse introduite par si. Puis, la catégorie neutre se réfère aux interrogations des scientifiques sur l'impact potentiel des changements climatiques et ces occurrences se caractérisent, dans la plupart des cas, par l'absence d'expression évaluative et par un ton plutôt neutre, tant au regard de l'avenir que par l'absence de marqueurs de conflictualité, comme illustré dans l'exemple 4. Alors, maintenant pour la présence d'expression évaluative. Et en général, nous observons une grande variation dans ces expressions, ce qui est déjà attesté par les exemples que je viens de présenter. Mais je vais maintenant ajouter ici, comme vous le voyez, quelques nouveaux exemples pour bien illustrer cette subjectivation. La grande majorité des occurrences se caractérise par une tonalité plus ou moins dysphorique. Et deux scénarios se manifestent, celui de la menace et celui du risque, bien que pas toujours une différence évidente entre les deux. Quoi qu'il en soit, il s'agit de quelque chose qui va nuire ou faire mal à quelqu'un ou quelque chose, et ou quelque chose qui expose à un danger ou à un péril probable, tout soulignant la vulnérabilité de la Terre et des êtres humains
face au changement climatique. Et pour les cas analysés sous l'étiquette de menace, il s'agit notamment d'adjectifs épithètes évaluatifs qui contribuent à une représentation négative de l'avenir, comme un avenir sombre en 5 et un avenir difficile en 6. Et on trouve aussi plusieurs exemples de tristes avenirs. Ensuite, il y a des groupes d'adjectifs évaluatifs associant l'avenir à la notion de risque, insistant sur les conséquences surtout imprévisibles du changement climatique, comme dans laboratoire inquiétant en 7 et avenir chaotique en 8. Alors, ayant identifié ces différentes représentations, la question se pose de savoir c'est un avenir de risque pour qui ou quoi. Et alors là, nous avons déjà vu que des indications pourtant sur ce que nous appelons les cibles de l'avenir dont on parle. Et dans ce contexte, cible peut dénoter tout individu, collectif ou phénomène, naturel ou social, qui est représenté comme étant affecté par le changement climatique. Une question est alors de savoir qui ou quoi est concerné par cet avenir évoqué. Et pour mener à bien cette exploration, nous avons proposé une classification en 6 catégories, inspirée par les études déjà entreprises. Et comme vous le voyez, il peut s'agir d'un avenir pour l'humanité, pour l'environnement, pour la société, dans un sens large en comprenant des aspects économiques et sociaux, pour l'énergie, pour la planète, comprenant les êtres humains aussi bien que l'environnement, et une dernière catégorie où la cible n'est pas évoquée explicitement. Nous avons déterminé ces catégories de manière inductive, à travers une lecture attentive et une analyse de contenu de chaque énoncé. Alors, nous observons d'abord qu'il y a une grande variation. Il faut dire qu'en général, c'est la perspective économique et sociale qui est le plus souvent mentionnée sous la catégorie société, mais les autres perspectives sont également bien représentées, bien qu'un peu moins pour la perspective énergétique. Alors, c'est la société, dans un sens large, qui est donc quantitativement la première catégorie affectée dans le corpus, mais les conséquences des changements climatiques sont considérées sous de multiples facettes. Et voici encore des exemples qu'on n'a pas le temps de parcourir ou de commenter ici. Mais vous voyez qu'on parle de nos sociétés, d'espèces sauvages, de l'humanité, de la planète et même de la même Terre, et enfin l'avenir énergétique. Alors, il y a de nombreuses questions à discuter par rapport à cette étude, mais juste quelques mots maintenant pour finir. Je pense que ces résultats, très brièvement présentés ici, constituent des connaissances relativement pertinentes à propos des dimensions humaines, mais aussi sociétales des questions climatiques. Nous avons pu accéder à diverses conceptions des conséquences envisagées en termes de risque de menace dans le présent corpus. Et le nombre de messages positifs évoquant de possibles solutions dans lesquelles le grand public pourra s'engager est très modeste. Et bien que le cadre de cette étude soit assez restreint, elle permet la production de connaissances qui me semblent importantes pour les agendas des différents décideurs. Et parce que ces connaissances peuvent se montrer opératoires pour travailler à l'engagement des citoyens et à la forme de la communication sur le changement climatique destinée au grand public. Un dernier commentaire porte sur la période de laquelle ces données sont tirées, il y a quelques années maintenant, et il serait bien entendu très intéressant de comparer nos résultats avec des données comparables d'aujourd'hui. Et alors, juste quelques références, et puis merci beaucoup de m'avoir écouté. Parfait. Merci beaucoup, Kirsty. Eh bien, s'il y a des questions, j'ouvre voilà, l'espace de discussion.
Alors moi, j'avais une première question sur, je pique voilà, la parole rapidement, sur ces points-là, sur ce que vous avez évoqué. Qu'est-ce qui, vous parlez de l'aspect sociétal et économique, et est-ce que la tonalité est toujours positive ou négative? Qu'est-ce qui revient le plus souvent en termes de tonalité? Parce que c'est vrai, comme on l'a évoqué précédemment, les autres, il y a une question de tonalité qui revient très souvent et qui interroge. Hein, est-ce qu'il faut communiquer positivement, négativement? Et sur les blogs, qu'est-ce qui en ressort un petit peu à ce niveau-là? C'est surtout la tonalité négative qui domine dans tout ce qu'on a fait. Ça nous a vraiment surpris dans la mesure où c'est la tonalité négative qui domine. Et parce qu'on avait fait une étude comparable sur un corpus anglais où c'était assez différent, pas beaucoup, mais quand même assez différent. Où il y avait beaucoup plus d'expressions évaluatives de tonalité positive, où c'était plus d'optimisme, pour une raison ou une autre. Alors, merci. Et justement, il y a une question qui rebondit de la part de Sophie Chambon. Alors, est-ce que les éléments que vous avez vus dans les blogs doivent inspirer les communicants? Et est-ce que vous avez pu analyser les tonalités selon l'âge, le sexe, la géographie, etc.? Non, alors, pour la première question, mon avis, c'est bien sûr non. Ça ne doit pas inspirer les communicants, mais j'avais dit ce que j'avais dit à la fin, juste pour avoir une conscience de ce qui s'est dit, de ce que le public considère comme les caractéristiques de l'avenir dans la mesure où ils peuvent s'imaginer ça. Mais moi, je voudrais dire que plutôt le contraire. Alors, ça doit nous apprendre que le fait qu'il y a tellement de perceptions négatives, alors, qu'est-ce que ça fait? Pour moi, c'est vraiment important, c'est sérieux même, que la grande majorité de ces expressions sont marquées par une tonalité pessimiste et négative. Donc, je voudrais revenir à Thierry et cette discussion, dans quelle mesure est-ce qu'il faut être positif ou non, c'est une discussion très importante et on a vu que beaucoup de psychologues, par exemple, P.S. Stocknes, je crois qu'Andrea l'avait mentionné, lui, il dit que dès qu'on mentionne un mot comme, par exemple, crise ou collapse ou des choses comme ça, il faut, dans la phrase suivante, mentionner du moins 3 solutions. Trois solutions, de sorte que le public ait quelque chose de positif à combiner avec ce qui est négatif et ce qui est important aussi. Souvent, en discutant avec les scientistes en sciences climatiques, je leur pose la question, pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas essayer d'être un peu plus positif, montrer les possibilités qu'il y a, les possibilités de solutions, etc. Alors, ils me disent souvent, mais Kirsty, c'est tellement sérieux, il faut faire l'alerte. Et bien sûr, il faut faire l'alerte, mais en même temps, il faut penser aussi dans les autres orientations, parce qu'il y a maintenant des solutions, il y a maintenant quelque chose qui pourra se faire, etc. C'est ça mon opinion. Mais Sophie, elle avait demandé aussi si on avait analysé ces tonalités selon le sexe, l'âge, la géographie. Non, pas dans ce corpus-là, mais je pourrais mentionner qu'en 2013, on a fait une étude qu'on va refaire cette année avec des lycéens. Et les lycéens, en 2013, étaient beaucoup plus optimistes. Ils étaient vraiment très optimistes, mais surtout à cause de leur croyance en la technologie. Donc, c'était
s'intéresser en technologie. Il avait beaucoup de croyances aussi. Alors maintenant, on a commencé cette nouvelle étude et cette nouvelle enquête parmi les lycéens, mais on n'a pas encore les résultats de cela, mais on est vraiment curieux de savoir ce qu'ils en disent maintenant. Alors, oui, Pierre Respenstock, Sabrina. Ça, c'est l'habitude. J'ai simplement indiqué le livre qu'il avait publié en Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le livre. Ouais. Deux petites questions. Une question de Valérie Lehmann sur dans quelle mesure les éléments que vous avez identifiés dans les blogs peuvent aider à engager les citoyens. Et une deuxième question sur la négativité après que je vous laisserai de Sabrina Turcotte que je vous laisserai lire. Oui, mais c'est ça que j'avais essayé de dire, que pour moi, c'est vraiment c'est triste que les perceptions sont négatives dans la mesure qu'on l'a vu maintenant. Moi, cela, à mon avis, ne pourra pas aider à engager les citoyens. Au contraire, c'est ça que j'ai essayé de dire, que si on est invadé par des perceptions aussi négatives, à quoi est-ce que ça peut servir? Ça peut servir à faire peur, à des inquiétudes et aussi comment on dit ça en français? Vraiment, on a le mot apathique en français? Oui. Donc, ce qui fait que non, alors, c'est tellement dramatique, on ne peut rien faire. Nous, on est entre individus, etc. Alors, cela, c'est trop complexe, c'est trop dramatique, etc. Donc, à mon avis, il faut, bien sûr, il faut pas oublier que c'est sérieux et il faut faire l'alerte dans une certaine mesure, mais en même temps, il faudrait essayer de parler un peu des solutions, de ce qui est positif, de ce qui pourra être positif. Si, par exemple, on arrive à une meilleure vie, etc., de focaliser plus sur ces perspectives-là. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non, bon, je pense qu'il y aura encore d'autres échanges au moment de notre petit échange final. Bien, je vais tout doucement céder la parole. Donc, merci encore, Kirsty, pour ces interventions et ces réponses. Je vais céder donc la parole à Bernard Motulski, hein, donc que je présente mais qu'on ne présente plus, hein, qui est le vice-président donc, de la CCS, qui est professeur à l'Université de Québec à Montréal et qui est aussi le responsable de la chaire donc communication et marketing, qui nous accompagne dans ces événements. Et aujourd'hui, Bernard va nous parler de communication et risque d'inondation. Merci, merci François. Je salue ce que je connais et je salue ce que je ne connais pas, en espérant faire vos connaissances. Discussion fort intéressante jusqu'à maintenant. Je vais essayer d'apporter un petit grain de sel. Pourquoi inondation? Je travaille depuis longtemps avec des scientifiques, on va dire des météorologues, des climatologues, des géographes qui s'intéressent beaucoup. On a travaillé beaucoup sur l'adaptation au changement climatique, mais depuis ce temps-là, je cherche toujours qu'est-ce que la communication peut faire avec eux ou pour eux, parce qu'on réduit souvent la communication de risque à des alertes ou des avertissements sur quoi faire vis-à-vis de risques en particulier. En tout cas, c'est l'acceptation générale et je vais essayer de vous faire part de la démarche et je pense des questions que ça peut poser. C'est relativement facile de savoir quoi faire quand il y a un aléa. C'est beaucoup plus difficile de savoir quoi faire éventuellement au cas où peut-être il va y avoir quelque chose.
je pense que Thierry a bien mis la table sur ça, en état des diagnostics scientifiques sur un certain nombre de risques auxquels on est exposé. Les enjeux avec ça, c'est qu'il y a plein de scientifiques partout qui trouvent des risques sur toutes sortes de choses, mais comment savoir lesquels vont se présenter et comment les prioriser. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler plus particulièrement sur les risques d'inondation. Les inondations, c'est un phénomène, c'est un aléa qui est particulièrement concret d'abord parce que l'être humain vit à peu près toujours, on a besoin d'eau, donc on boit de l'eau, donc on est très exposé à ces risques d'inondation et on voit que c'est, semble-t-il, un des impacts déjà assez sensibles des changements climatiques avec l'augmentation des phénomènes extrêmes, l'augmentation des précipitations, l'augmentation des périodes d'étiage ou de sécheresse également. Et on le voit, en France, vous le voyez parce que vous êtes confronté de plus en plus d'inondations de toutes sortes de nature, souvent à la suite de pluies violentes. Alors, nous, la situation ici au Québec est un peu différente. On a aussi des rivières, on a aussi des inondations, mais en fait, et en ce moment, on entre dans la période où tout le monde s'intéresse aux inondations. Ça dure à peu près 3-4 semaines. C'est le printemps parce que c'est le moment du dégel. Et au moment du dégel, il y a des embâcles, il y a de la fonte des neiges. Alors, ça dépend de la quantité de neige qui est tombée, ça dépend des embâcles, ça dépend de la glace qui va bloquer. Mais ça, c'est un phénomène auquel on est habitué. Donc, pendant un mois à peu près, on n'a pas de problème à attirer l'attention et à faire parler des inondations. Surtout s'il n'y en a pas, on n'en parle pas, mais on en a eu beaucoup l'année dernière. Ça a changé un peu sur la pandémie et on en a eu il y a 2 ans. Cette année, on ne le sait pas encore, on ne l'a pas vu. Mon ami Jacques Lavigne, je ne sais pas s'il le sait, qui est un ancien météorologue. Alors, ce sur quoi j'ai eu à travailler au cours des derniers mois, c'est un projet de développement de cartes d'inondation dans la région de Québec, mais non pas de l'inondation qui vient des rivières, mais l'inondation qui vient du fleuve Saint-Laurent. C'est une des caractéristiques qu'on a au Québec. On vit avec un immense fleuve qui fait à la fois partie de notre inconscient collectif, de notre univers, mais en même temps dont on ne profite pas beaucoup. C'est-à-dire, entre autres, moi, quand je suis arrivé au Québec, ça fait longtemps, c'est 50 ans, les gens ne mangeaient pas de poisson. Tout le poisson qui est pêché dans le Saint-Laurent, qui est extrêmement abondant, d'excellente qualité, part à peu près tout au Japon. Et on n'en consomme à peu près pas ici. Alors, le projet sur lequel on travaille, c'est un projet sur l'impact des changements climatiques sur le risque d'inondation provenant du fleuve Saint-Laurent sur les territoires riverains. Et à ma grande surprise, ce qui m'a frappé, c'est que quand je parlais avec les scientifiques avec lesquels je travaille, qui sont des hydrologues, qui sont des gens qui travaillent vraiment sur le comportement du fleuve, de l'eau, les variations de marée, les variations en fonction des tempêtes. Et quand de l'autre côté, je me retourne vers des décideurs politiques ou des gens qui travaillent en aménagement ou en développement dans des ministères ou des municipalités, pour eux, il n'y a pas de problème, le fleuve ne représente pas un risque pour l'instant. Et ça, je trouve ça fascinant et ça m'amène à identifier 4 grands défis qu'on a en communication de risque et en communication de risque climatique, je dirais aussi météorologique. Météorologique, c'est à court terme, climatique, c'est à plus long terme. Et le premier, qui est celui dont je viens de vous parler, c'est la compréhension, mais surtout le partage des bases scientifiques et la prise en compte et la collaboration sur l'identification de diagnostics sur les risques auxquels on est potentiellement exposé et sur leur importance.
Donc, il y a un travail, puis c'est le travail qu'on est en train de faire dans le cadre de ce projet-là, qui s'appelle Osiris, travailler avec les scientifiques, mais pouvoir partager le diagnostic je dirais, qui est un diagnostic préliminaire, parce que pour l'instant, on n'est pas en mesure de savoir de façon précise ce qui peut arriver, mais c'est ça qu'on veut essayer de développer pour pouvoir proposer à l'ensemble des municipalités et donc finalement à l'ensemble de la population exposée des cartes d'inondation qui permettent de voir quels sont les territoires qui sont en train de devenir ou qui vont devenir inondables et ceux qui ne le sont pas. Le défi, c'est un défi pour les scientifiques de partager leurs préoccupations et de partager non pas leur savoir, mais de partager leurs recherches. C'est d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais un élément, je pense, qu'on a appris de la COVID. On a vu, c'est la même chose en France, ça a été assez systématique ici, énormément de scientifiques exposés dans les médias, parce que c'était le sujet majeur qui intéressait non seulement les médias, mais qui nous intéressait tous. Donc, on a vu beaucoup de scientifiques, des infectiologues, des épidémiologues, des gens en santé publique, des chercheurs en biologie, des chercheurs en génétique, mais qui sont venus non pas nous donner la vérité sur ce qui nous attendait ou ce qui était en train de se passer, mais nous dire on ne sait pas. Et de se placer dans une situation dans laquelle on identifie les questions qu'on se pose plutôt que les réponses qu'on donne, mais ce sont quand même des gens qui sont devenus des vedettes, qui sont devenus connus, qui sont devenus familiers, qui ont partagé ce diagnostic. Alors le défi, c'est de pouvoir travailler dans le même sens sur des risques qu'on est en train, avec des scientifiques, de tenter de faire des diagnostics et des prévisions. Alors ça, c'est à mon avis le défi majeur et c'est ce que je retrouve dans toutes les questions. Comment est-ce qu'on peut intéresser, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a posé la question, comment est-ce qu'on pourrait intéresser, ce que j'ai compris, c'est les médias, à parler de risques qui ne sont pas présents, mais qui sont que l'on attend, qu'on suppose qu'ils vont arriver, mais qui ne réussissent pas encore à faire l'actualité. C'est le défi, mais pour le défi, on a besoin de la collaboration, de la participation des scientifiques et, je dirais, d'une meilleure intégration entre les professionnels en communication et les scientifiques. Le défi étant toujours que c'est l'expérience que j'ai souvent vue, c'est qu'en communication, on va se faire appeler quand le risque est là et qu'à ce moment-là, il faut faire une communication pour expliquer aux gens quoi faire pour se protéger. Mais le défi, au moment où on commence à se demander jusqu'où les changements que l'on pressent, on va pouvoir les identifier et on va pouvoir voir comment on peut se préparer. C'est un défi dans lequel, à l'heure actuelle, on a, je dirais, peu d'intérêt de la part des communicateurs et peu d'intérêt de la part des scientifiques à travailler ensemble. Ça, c'est, à mon avis, un gros enjeu. Alors, donc, le partage des bases scientifiques et le partage de la démarche scientifique, la démarche de recherche, incluant aussi le fait que la science, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une prédiction de ce qui va arriver, c'est le calcul, c'est à peu près toujours probabiliste, il y a toujours un niveau d'incertitude. De ce diagnostic-là, donc sur les risques auxquels on fait face, qu'on peut partager, ensuite on en arrive à la mise en place de mesures de mitigation, et là je pense à mon ami Valérie, mais tout ce qui concerne la collaboration, la co-construction, la communication avec les parties prenantes pour réussir à s'entendre sur des mesures de mitigation face à ces risques-là qui vont supposer des aménagements extrêmement importants souvent. Quand on parle de définir une zone inondable d'un endroit qui ne l'était pas et qui traditionnellement ne l'était pas, c'est très exigeant, disons, ce que l'on demande aux gens d'accepter ou de faire par rapport à ce à quoi ils étaient habitués. Il me reste combien de temps, François? Parce que là, j'ai mon... 2 minutes. Parfait. Mon minuteur est masqué.
Le troisième défi, c'est le comportement préventif. C'est-à-dire, une fois qu'on a bien identifié ce qui risquerait d'arriver, comment on peut faire des modifications dans son aménagement, comment on se prépare, et ça, c'est la communication des risques, je dirais, plus traditionnelle, la trousse de 72 heures, comment est-ce qu'on se prémunit contre d'éventuels aléas. Et finalement, il y a la phase critique, la phase qu'on connaît tous, mais c'est la conformité aux mesures d'urgence, aux mesures de gestion de crise et au rétablissement au moment où l'aléa est présent. Je comprends quand on parle de changement climatique, on aimerait essayer d'éviter le plus possible d'en arriver là. Pour résumer, et je conclue avec ça, excusez-moi, mon minuteur finalement est parti. Pour conclure, pour moi, le défi principal que l'on a, on ne trouvera pas de recette de communication dans un livre, mais c'est vraiment d'être capable de travailler avec les différents acteurs. Donc, les scientifiques d'abord, qui ont un enjeu et qui souvent en sont conscients, mais culturellement, je dirais que c'est difficile pour des scientifiques de se plier au jeu de la communication. Ensuite, on a tous les professionnels, décideurs, intermédiaires, avec lesquels on doit aussi travailler et qu'on doit réussir à, je dirais, embarquer, comme on dit au Québec, embarquer dans nos diagnostics, mais c'est au fond être capable de partager nos diagnostics et de leur expliquer comment on peut y arriver et de tenir compte de leurs préoccupations. Et finalement, toute la communication avec l'ensemble de la population, mais qui est vraiment le troisième étage du gâteau et qui n'est pas celui par lequel on doit commencer. Voilà, merci. Et merci de votre attention. Merci beaucoup Bernard, merci d'avoir respecté le temps. Donc on va ouvrir aux questions. Et puis Sonia, merci, je vous en prie, je vous donne la parole pour cette première question. Merci. Bonjour Bernard, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Sonia, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu, mais quand même. Bernard, merci de la conférence. J'aimerais vous entendre parce qu'on travaille, on veut travailler en amont des risques, de dire voici ce qui nous pend au bout du nez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les jeunes à l'école? Parce que justement, pourquoi ne pas travailler sur cette population-là qui s'en vient tranquillement pas vite parmi nous, qui pourrait éventuellement faire changer les choses? Tout à fait d'accord, mais pour travailler avec les jeunes à l'école, il faut trouver les bons relayeurs avec qui travailler et il faut qu'ils partagent nos préoccupations. Qui sont les relayeurs auprès des jeunes? C'est les profs, c'est les enseignants, donc qui ont une formation souvent scientifique ou pas scientifique, ça dépend de la discipline, mais on est exactement dans le même genre d'enjeu. Si, en travaillant avec les scientifiques, j'ai vu qu'il y a une question aussi, comment est-ce qu'on peut les intéresser? Les scientifiques, ils cherchent des solutions aussi. Ils savent que quand ils travaillent, puis on l'a vu aussi, nous, quand les cartes d'inondation dans la région de Québec ont été présentées il y a 1 an et demi à la population, ça a été une levée de bouclier, puis les pauvres qui sont allés en avant se sont fait à peu près massacrer, et ça a un peu traumatisé tout le monde, y compris les chercheurs, pour qu'ils acceptent aujourd'hui de réfléchir avant sur comment est-ce qu'on peut préparer le terrain. Donc pour moi, préparer le terrain, c'est identifier les relayeurs avec lesquels on devrait travailler. Mais quand on parle des profs, il y a combien de profs? Lesquels on va choisir? Est-ce qu'on choisit de travailler avec les professeurs de sciences, avec est-ce qu'on passe par les directions d'école? Il y a tout un travail de communication, il y a tout un travail de réflexion. Nous, on appelle ça des publics cibles, ensuite, qui vont être nos porte-paroles. Puis je sais que Sonia, vous aimez bien parler de l'importance du choix des porte-paroles, mais quels sont les scientifiques qu'on aime, qu'on connaît, qui vont nous plaire, et surtout, ce qui est compliqué pour des scientifiques aussi, c'est d'être simple, c'est d'être clair, et c'est pas forcément les scientifiques les plus pointus qui vont être les plus clairs.
il y a un travail à faire. Alors, ça fait partie du travail que l'on fait quand on travaille, qu'on a des enjeux de communication et qu'on travaille avec des scientifiques. C'est d'aider à les préparer à faire ça, de les aider à comprendre, de les aider à… Moi, je donne souvent des formations pour parler aux journalistes, à des scientifiques qui ont au départ une vision je dirais assez déformée, comme tout le monde, de ce qu'est un journaliste et de comment il travaille, mais qui, une fois qu'ils comprennent assez vite, sont tout à fait capables de rentrer dans ce jeu-là, d'y trouver un certain plaisir et d'obtenir un certain résultat. Donc, choisir avec qui on travaille, mais ça, c'est un travail de communication, ce n'est pas un travail que les scientifiques ont appris à faire. Ils n'ont pas les outils pour le faire. Il faut être capable de diagnostiquer, de connaître nos cibles, de savoir avec lesquels on va travailler. C'est du travail qu'en communication, on fait depuis, on va dire, depuis une bonne centaine d'années de façon systématique. D'accord, mais il y a la responsabilité sociale du gouvernement du Québec qui, contrairement en France, c'est lui qui est responsable de la scolarisation de nos gens. Ce n'est pas les mairies localement, mais bien sûr le gouvernement du Québec. Donc, lui, avec son ministère de la Sécurité publique, a un devoir de remplir ce rôle-là. Est-ce qu'il est sensibilisé? Ben, oui, il l'est certainement, mais il doit le remplir. Pour moi, pour que l'État remplisse ses devoirs, il faut qu'on interagisse avec certains des acteurs publics. Parce que l'État, quand on parle de l'État, on parle de la tête. La tête a bien des priorités qui sont plus des priorités souvent quotidiennes. Alors comment, et ça fait partie du travail à faire, du travail de fond, du travail sur le terrain aussi, d'identifier les interlocuteurs avec lesquels on doit travailler sur ces diagnostics-là, travailler sur cette planification. C'est le constat que j'ai fait dans le projet Osiris, quand on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des portes qui n'étaient… Si la porte n'est pas ouverte, ça a beau être dans les préoccupations, faut trouver comment on ouvre la porte, comment on rentre, comment est-ce qu'on s'infiltre, comment est-ce qu'on attire l'attention. Et c'est par exemple, c'est en les écoutant, les scientifiques sont fascinants quand ils nous parlent librement, mais souvent, moi je sais que j'écoute mes collègues me parler des dangers du fleuve Saint-Laurent, puis j'en reviens pas. Mais avant de pouvoir le dire aussi simplement, clairement, là, c'est une autre paire de manches. Donc, pour répondre à votre question, Sonia, la responsabilité, à mon avis, elle émane d'abord des acteurs. Les scientifiques, ils sont des acteurs à cause de ce qu'ils sont capables de trouver, mais c'est à eux de faire le service après-vente. C'est-à-dire, le service après-vente, ce n'est pas juste de faire la recherche, c'est de la diffusion. Puis c'est d'ailleurs pourquoi les scientifiques ont beaucoup de pression aussi pour faire ce qu'eux appellent du transfert de connaissances, mais qui est au fond de la communication. Merci. Jérôme, pour une question suivante. Oui, bonjour Bernard. Bonjour Jérôme. Tu vois qu'on est venu en groupe. Alors, en fait, ce n'est peut-être pas vraiment une question que je voulais te poser, c'était surtout avoir ta vision des choses. Avant la période de la Covid, on parlait beaucoup des fake news, donc le rôle du communicant dans la gestion de ces fake news. La Covid nous a posé encore un autre souci, c'est qu'on n'a jamais eu autant de scientifiques, de médecins, d'ultra spécialistes dans le monde qui interviennent régulièrement en donnant leur avis sur tout et surtout sur rien. Donc, sans attendre une recette, hein, mais quelle est ta position par rapport, je dirais, au rôle du communicant qui se retrouve face à ça et qui doit gérer, alors le communicant qui ne fait que transmettre une information gérée, cadrée, et puis le communicant du côté de ce que tu connais bien, des journalistes aussi, qui ont une certaine responsabilité dans le choix de ces informations. Ben, c'est d'être un bon intermédiaire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, les gens qui aident ceux qui cherchent l'âme sœur. Hein? Facilitateur? Non, plus excessif que ça. Là. Ceux qui cherchent d'être seuls. Des cupidons. Hein?
les Cupidons, si on veut. Non, mais c'est un peu une blague que je fais. Mais je pense qu'on a on a des ponts à construire et c'est ce qu'on sait faire. Préparer un scientifique à une campagne de communication ou à une entrevue, c'est l'aider à trouver ce qu'il a d'intéressant à sortir et comment il va pouvoir le faire. De la même façon, aller chercher l'intérêt ou l'attention d'un journaliste, ou quand on travaille sur une campagne de presse, par exemple, il faut qu'on ait trouvé un angle, qui rejoignent les intérêts, les préoccupations des journalistes. Et ce travail c'est le mot qui me vient, c'est matchmaking, mais c'est un travail qui suppose d'être à la fois proche et à l'écoute des deux professions, les scientifiques et les journalistes, qui sont des professionnels, à mon avis. Ils travaillent très différemment, mais ils sont des professionnels de calibre intéressant autant, mais qui ont leurs contraintes, qui ont leurs préoccupations. Les scientifiques, leurs préoccupations, c'est la méthode, mais c'est aussi la recherche de financement, c'est la pérennité de ce qu'ils font. Les journalistes aussi, eux, ils vivent et ils périssent par le nombre de personnes qui s'intéressent à ce qu'ils font à chaque jour, à chaque heure. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais pour moi, c'est ça notre travail de communication, c'est de réussir à réunir ces deux univers. Puis pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure sur le marketing, pour moi, le marketing, c'est à peu près la même finalité. Et il y a des outils qu'on utilise en marketing, des façons de travailler, beaucoup basées sur la meilleure connaissance possible des cibles auxquelles on s'adresse, des comportements, de s'immerger complètement, d'aller regarder comment les gens se comportent. Ça fait partie, à mon avis, de ce que l'on a à mettre à la disposition de ceux qui ont quelque chose à dire. Parce qu'en communication, à mon avis, on n'a rien à dire. On a à aider d'autres à dire ce qu'ils ont à dire, dans la mesure où soit ils nous payent, soit ils sont gentils avec nous, soit ils nous convainquent. Soit c'est notre boss. Merci Bernard. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui émergent. Alors, il y a pas mal de discussions sur le chat et d'échanges, d'échanges d'informations et de conseils et de réflexions. C'est toujours vivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore plus directes que j'aurais loupées? Non. Bon. Ça a l'air d'être relativement... c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges là, et puis merci Bernard d'avoir rebondi aussi sur d'autres éléments. Bon, eh bien, je vais ajouter un mot par rapport à ce qu'a dit Bernard. Vas-y Thierry. Merci. Le premier, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant aussi dans cette intervention, c'est qu'elle fait bien le lien sur l'ensemble des enjeux quand on parle de communication et risques climatiques. C'est-à-dire que, parlant du dérèglement climatique, on a un peu la vision qui arrive la plus évidente, c'est la vision macro, méta, globale. Et ce que nous rappelle Bernard, c'est qu'il y a aussi cette prise en considération du terrain, et que le sujet de l'inondation, mais on aurait pu prendre la tempête, le cyclone ou la canicule et bien d'autres, montre aussi l'aspect de s'intéresser à ce que nous dit le terrain. J'ai bien aimé quand il nous a dit que peut-être une des dérives fortes de la prise en compte par les sciences de la communication du sujet risque climatique était la focalisation sur le thème de l'alerte. Et c'est vrai que peut-être il faut considérer que la communication, c'est autre chose que de l'alerte en parlant du risque climat. Ajouter sur le risque climatique, donc j'ai mis les références du livre que Bernard a écrit sur le sujet il y a quelques années.
en lien aussi avec ce qui a été dit précédemment, c'est la capacité de refoulement. Moi, ce qui m'avait frappé en étudiant quelques cas de risque, notamment le risque inondation dans le Var, c'était que c'était un phénomène qui apparaissait tous les ans, tous les 2 ans, et quasiment à chaque fois, on retrouvait les mêmes conclusions des rapports des missions d'enquête. C'était vraiment interchangeable, on avait l'impression de copier-coller d'une année à l'autre sur le sujet. Donc c'est vraiment la difficulté d'avoir une vision un peu globale, parce qu'à chaque fois, on s'aperçoit que le retour d'expérience à en tirer, en fait, il fonctionne relativement peu. Et puis tout dernier point par rapport au débat sur les sciences, il y a un ouvrage qui est paru il y a 6 mois, qui a été fait par la Fondation Nicolas Hulot, qui doit s'appeler « Quelle science pour le monde à venir », où il y a justement un débat qui prolonge celui qu'on avait fait récemment dans notre académie sur l'instrumentalisation de la science et le rôle des scientifiques. Et on voyait qu'un sujet justement comme le nôtre, c'est comment est-ce que les scientifiques peuvent aussi reprendre la parole. Parce que clairement, sur le sujet des règlements climatiques, ce qu'on voit, alors retenez pas les chiffres, c'est vraiment de mémoire, mais 99,9% des scientifiques du GIEC sont d'accord sur la part anthropique du dérèglement climatique. Sur les médias globaux, il y a plus de réel débat, on est vraiment aux 3/4, une vision purement scientifique de reconnaissance de cette part anthropique, alors que sur les réseaux sociaux, ça reste encore le grand n'importe quoi, simplement parce que les scientifiques du climat ne vont pas sur le terrain des réseaux sociaux, par peur de perte de contrôle, parce que ce n'est pas dans la culture, etc. L'inconvénient, c'est que ça laisse le champ libre totalement à la désinformation des climato-sceptiques. Donc, c'est aussi une interpellation qui peut être faite. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on doit recommander aux scientifiques du climat d'être davantage présents sur ce sujet-là ou ailleurs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un terrain vide, justement, parce qu'il y a une absence de parole scientifique sur ce sujet. Voilà. Moi, je suis plutôt partisan de les pousser, puis de… Je me souviens d'avoir eu la discussion dans notre séminaire l'année dernière avec ton ami Glenn Partel. Je ne me souviens plus exactement de ça. Et merci Thierry, c'est vrai qu'effectivement dans les rapports on retrouve souvent ces éléments il y a un peu une perte de mémoire, mais aussi parfois une perte de la culture du risque aussi et de la perception du risque, hein, quand on discute avec les gens sur le risque inondation, et quand on leur parle de crue décennale ou de crue centenale, il y a toujours cette perception en disant bon ben la dernière crue décennale elle a eu lieu il y a 2 ans, donc on est tranquille pour 8 années, alors que ben non, c'est une probabilité, il peut y en avoir 2 de suite, voire pareil sur les crues centenales, ils sont toujours en train de calculer en disant bon la dernière crue centenale, elle a eu lieu il y a 40 ans, donc on est tranquille pour les 60 prochaines années. Donc aussi cette perception du risque qui est parfois problématique et sur lequel il y a sans doute un travail de vulgarisation, de passage de science, de savoir, comme tu disais Bernard, à travailler. Bien, eh bien, merci pour les interventions. Je vais donner la parole maintenant à Béatrice Jallang-Vigroux pour la conclusion un petit peu elle a accepté de faire ce petit exercice un peu parfois voilà, compliqué de faire la conclusion. Je lui cède la parole. Merci beaucoup Béatrice. Merci François. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais cet exercice. Alors, je sollicite votre indulgence la plus grande. Merci tout d'abord, un grand merci à Thierry. Je dirais ami et expert de longue date. Nous réfléchissons sur ces questions depuis, moi ça va faire 20 ans, mais donc toi un petit peu plus. Et puis merci à cette académie de me donner la parole maintenant. Merci à notre nouvelle présidente également, Valérie Lehmann. Alors, je m'essaye à cet exercice et nous allons voir ce que cela donne. C'est vrai que j'aurais eu beaucoup de choses à dire au fil des discours. J'affiche ici que j'appartiens à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées. Un petit mot que je n'avais pas prévu de dire, mais que je rajoute vu la discussion. C'est une école d'ingénieurs. Moi, j'y suis en tant que maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Donc, je participe à former des ingénieurs. Et en 2020, le groupe INSA, donc qui rassemble plusieurs écoles d'ingénieurs, a décidé de signer un espèce d'accord avec ce qui s'appelle le Shift Project, que vous connaissez sans doute, et qui a pour but de transformer nos formations pour intégrer les enjeux climat-énergie, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, ou les enjeux socio-écologiques dans les reprises des dernières discussions. Voilà, donc ça c'était un point important pour montrer comment dans la sphère de la formation d'un certain nombre d'experts scientifiques que sont les ingénieurs aussi,
eh bien, cela bouge. Alors, ceci dit, donc ça, c'était un aparté. Alors, excusez-moi, il faut que je modifie. Voilà, mon apparence d'écran, parce que sinon, je vous vois, mais je ne peux plus bouger mes diapositives. Alors, premier point, ce qui n'est pas tellement paru aujourd'hui, c'est ce qu'on entend souvent dans la communication sur le risque, c'est qu'il y a une dimension qui consiste à rassurer. On va parler de choses et puis qui sont un petit peu graves. Et en fait, on va prendre le temps de rassurer. Et si vous écoutez Thierry Libard attentivement comme moi, vous aurez repéré qu'il avait fustigé cela en disant que justement, nous ne sommes pas, nous les citoyens conscients, nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons pas besoin d'être rassurés, nous avons besoin d'être informés. Et donc, c'est de cela qu'on a en partie discuté néanmoins, même si ce terme rassuré n'est pas apparu. Alors, j'ai choisi d'essayer de représenter quelques mots correspondant aux différentes présentations qu'on a eues tout à l'heure. Peut-être que c'est une gageure et que vous trouverez que ce n'est pas tout à fait, ou que c'est trop synthétique par rapport à ce qui est entendu. Mais si on revient sur la première présentation par Thierry Libard, donc il était question, dans les leçons à retenir de cette crise du Covid, mais qui fait donc bien écho à plusieurs aspects de la crise climatique, c'est l'idée qu'il faut personnaliser les messages. Ça veut dire suivant les cibles. Et moi, je rejoins tout à fait cette idée que souvent, on fait des messages et puis on perd de vue que la cible en face n'est pas forcément alertée, c'est-à-dire prévenue qu'on va lui écrire, n'est pas forcément formée, n'est pas forcément disponible au moment où on s'adresse à elle, n'est pas forcément capable non plus de comprendre cette information. Et donc ça, je pense que ça veut dire des messages adaptés. Moi, je l'ai entendu comme ça, à ces différentes cibles qui sont concernées par la question climatique. Sur la narration positive, j'y reviendrai un petit peu après, une narration positive qui serait centrée sur une action collective positive pour le futur. Comment concrètement la formuler, finalement, de quoi allons-nous parler, avoir. Alors, je vais faire le lien avec la présentation de Andrea, et il m'excusera s'il trouve que c'est trop rapide, mais finalement, cette narration positive, c'est peut-être parfois ce qu'on peut reprocher à des entreprises qui élaborent un discours justement trop corporate et qui, par-delà les convictions personnelles, présentées comme personnelles par un grand dirigeant, vont faire comme si tout cela était moteur de l'action de l'entreprise, et que ça devenait l'idéal de l'entreprise. Et donc, ce discours positif, cette narration positive allait, effacer d'autres aspects qu'on aurait pu présenter de l'entreprise. Donc, je ne suis pas sûre que cette narration positive ne suscite pas assez rapidement le soupçon. C'est ça que je voudrais évoquer. Autre point que j'ai retenu de la présentation d'Andrea, c'est l'idée que certaines entreprises proposent quelque chose que Andrea nommait comme une sorte de métaprogramme éthique qui présenterait le bien qu'on est en train de faire, mais comme étant une étape pour aller vers quelque chose d'encore mieux, comme pourrait l'être l'acier vert qu'il a cité en demandant d'aller un petit peu plus vite sur cet aspect-là. Mais qu'est-ce que c'est le mieux ? Ça m'interroge parce que dans cette idée de narration positive, d'aller vers le futur, etc., on fait comme si on savait vers où on allait. Or, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et ce que montre ensuite Kirsty avec son travail sur l'avenir dans les blogs climatiques, c'est que justement, c'est le pessimisme, le discours négatif qui sont prépondérants dans les blogs qu'elle a étudiés, bien sûr pas ailleurs. J'avais retenu aussi de sa présentation que si ce discours est pessimiste et négatif, c'est parce que les risques qui sont présentés sont présentés comme très forts et que l'humanité en face paraît très vulnérable finalement par un certain nombre d'aspects. Et sur le dernier point, c'était peut-être le plus difficile pour moi à résumer, on va dire, la prise de parole de Bernard Moltuski. Alors, premier point que François a repris sur ces risques habituels que sont les inondations du printemps au Québec, mais que peuvent être, moi je retiens ça chaque année en France, la neige qui tombe sur les aéroports et qui bloque nos avions. Bon,
Quant à Moscou, ça continue avec des températures bien plus importantes. C'est à chaque fois ce qui est redit d'ailleurs. C'est à la fois ce qu'on revit comme action et avec les mêmes commentaires. On pourrait même aller jusque-là. Hein, donc, il y a cette impression que le risque est là et que voilà, ça va se renouveler et qu'à chaque fois, on va faire comme si c'était la première fois. Et pour avancer dans ce domaine, donc Bernard terminait, et ça a été en partie rediscuté, mais peut-être que ça sera un point sur lequel on peut revenir, sur cette idée, donc il faut partager, alors moi j'ai noté le diagnostic, mais je pense que ça va au-delà dans ce que vous voulez dire Bernard, c'est d'abord le diagnostic et puis ensuite comment faire face, mais en tout cas un dialogue entre experts, professionnels de la communication, décideurs, citoyens, donc avec différents étages, peut-être différentes temporalités aussi, qui permettrait d'avancer. Alors là-dessus, on a eu pas mal d'échanges dans le chat pour montrer que les scientifiques, effectivement, étaient pour certains demandeurs. Moi, je tenais à souligner que peut-être certains sont demandeurs, mais en tout cas, c'est rarement valorisé, voire ça leur est plutôt reproché, hein, que les scientifiques sortent de leur laboratoire, qu'ils sortent quelque part aussi de leur devoir de réserve. Hein, sur le plan déontologique, ce n'est pas si simple, ce n'est pas valorisé, ce n'est pas accepté, même si au niveau français, pour le coup, je parle de la France, le CNRS a bien entamé des réflexions sur ce qu'il appelle les sciences citoyennes. Ce en quoi il a d'ailleurs été fustigé par certains scientifiques, disant que justement le mot science et le mot citoyenne devaient être absolument séparés, parce que la science doit être neutre et objective. Voilà. Donc il y a quand même des discussions sur ces sujets-là et sur cette position que peuvent occuper les scientifiques. Un mot là-dessus, parce qu'avec Andrea et Céline Pasquale-Espuni, on coordonne un numéro de la revue Études de communication sur les sciences participatives, et vous verrez que certains articles discutent justement cette position du chercheur quand il quitte le laboratoire pour discuter avec des professionnels ou bien avec des citoyens ou avec des cibles de la problématique qui est étudiée. Donc c'est un vrai sujet qui pose à la fois l'engagement du citoyen, mais aussi qui tend à redéfinir ce qu'est la science dans la société d'aujourd'hui et sa place face à la crise climatique. Alors, François, tu m'arrêtes si je dépasse un petit peu. Moi, par rapport à tout ça, je voulais revenir sur la notion de risque, finalement. Pour rappeler, ou pour dire, parce que ça n'a pas été dit ici, que finalement, ça renvoie à une norme de la culture en Occident, mais qui est plutôt positive, finalement. Le risque, c'est je cours des risques, ça renvoie à des grands héros aussi. Hein. Ulrich Beck disait que nous sommes dans une société du risque, propre à nos sociétés. Donc cette perception, elle est extrêmement liée au cadre sociologique dans lequel elle prend place. Hein. C'est une représentation sociale qui apparaît sous des formes changeantes. Et même les appréhensions des femmes ou des hommes vont différer, ceux des plus jeunes, ceux des Toulousains et ceux des Parisiens peut-être, ceux des Québécois également. Voilà. Donc c'est une notion assez complexe. Mais on n'est pas seulement dans une société où ce risque est là et je dirais pose problème, on est aussi dans une société où c'est une valeur positive, comme de nombreuses expériences en psychologie sociale l'ont montré, avec Valérie Le Floch, par exemple, et toutes les expériences sur la polarisation groupale. Et ce que montrent ces expériences, et c'est quand même important à relever pour nous, c'est que dans les sociétés occidentales, on est plus résistant, on accepte davantage le risque, ou on court davantage de risque, pardon, c'est ça l'expression, on accepte davantage de courir un risque quand on est ensemble. Voilà, ce que montrent les expériences, c'est que seul on hésite à courir le risque, on se réunit, on discute du risque, là finalement, on aurait une tendance plus forte à courir ce risque. Donc ça, c'est important. Ça renvoie à toute cette société dans laquelle on baigne de culte de grands héros. Et les grands héros, eh bien, ils ne sont là que parce qu'ils courent des risques et qu'ils acceptent de les courir. Donc je pense que ça, c'est aussi à regarder quand même dans notre monde. Alors, ça peut paraître un petit peu, comment dire, j'allais dire fumeux ce que je dis, ou peu solide. Moi, je renvoie quand même aux études du sociologue Yannick Barth dans les centrales nucléaires, qui montrait que le risque, justement, était quelque chose de valorisé pour des gens qui couraient des risques réels et qui en subissaient directement les conséquences. Hein. Donc, je renvoie à certains personnels techniciens, issus d'ailleurs du monde des mines, dans lequel
le risque faisait partie du métier et était valorisé en lien avec une vision de l'adulte viril dans la société française et occupant un rôle particulier. Et donc, ça les poussait aussi à prendre des risques inutiles. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde cela en face pour pouvoir aller vers une modification des comportements, mais qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, on est vraiment dans une modification des valeurs et quelque part donc de la culture de la société dans laquelle nous allons. Alors, est-ce que nous irons jusque vers cette nouvelle norme de la prudence que je propose, ou bien celle de la peur que proposait le philosophe Ancionas, hein? Est-ce que c'est cela qui nous préoccupe? Pourquoi pas? Je ne sais pas, en tout cas, je pose la question, mais ça renvoie bien à un changement de fond, un changement culturel. Alors, quand je parle de changement de fond, je renvoie à des travaux que j'ai portés sur la notion de méta-récit environnemental, dans lequel on voit se dessiner en émergence un monde de la gratuité, de l'harmonie, et il y aurait des tas d'autres choses à dire, mais surtout un monde de héros anonymes, justement qui contrerie l'idée de grands héros qui sont seuls face à des grands risques qu'ils acceptent de courir parce que ça fait partie de choses qui pourraient être valorisées. Autre point que je voulais souligner… Loin de la conclusion, Béatrice, désolé. Non, je suis toute proche de ma conclusion, de la conclusion. J'ai peur que… Je ne sais pas si je sais pas si Bernard qui me répondra et je ne veux pas que la conversation se coupe en plein milieu. C'est surtout ça. D'accord. Dans ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Okay. Autre aspect sur cette notion de risque, la 6e République proposée par Nicolas Hulot, par Nicolas Hulot et d'autres, il n'y a pas que lui, qui laissait la place justement à un collège du futur avec des experts, avec des scientifiques, articulé à une assemblée de long terme, là aussi avec des experts, des scientifiques. On pourrait en discuter. C'est une proposition parmi d'autres, mais dans l'idée qu'on change de culture aussi, et donc de culture politique. Et puis, un petit clin d'œil à Hannah Arendt qui nous disait dès les années 60 que la pluralité, c'est la condition de l'action humaine au sens fort, c'est-à-dire de l'action qui concerne l'humanité dans son ensemble. Et la suite de la citation, c'est parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant vécu ou encore à naître. Et donc, ce que disait Bernard Montesquieu renvoie à cette grande diversité des humains ou renvoie à cette personnalisation des messages qu'évoquait Thierry, qui me semble essentiel. Et donc, pour finir, voici ma dernière slide. Donc, le risque, au lieu de tout à l'heure montrer, rassurer et informer, qui allait dans des sens différents. Donc là, l'idée, c'est de peut-être vivre avec, mais avec quelle valeur à mettre en face. Alors, une période, j'avais mis celle de transparence, peut-être que c'est celle de confiance qui est plus intéressante, puisque c'est la confiance entre des personnes, des institutions, indépendamment, j'ai envie de dire, des objets ou des messages qui pourront circuler. Mais donc, cette question de lien social et de culture collective qui peut être construit et il me semble essentiel. Le petit focus que je voulais faire sur l'étude de Météo France par Gaël Joanneau, je m'en passerai, je résumerai juste pour dire que cette enquête montre que sur les questions de météo, mais aussi, on peut le penser, de climat, le grand public peut, au fait des prévisions probabilistes, se montre beaucoup plus prêt, au contraire, à les accepter et à accepter l'incertitude quand elle est mesurée, qu'un discours qui consiste à simplifier les choses et ne pas montrer la complexité de la réalité. Et j'en ai fini, merci à vous et désolé d'avoir débordé. Merci beaucoup Béatrice pour cette conclusion. C'est vrai que l'exercice n'est jamais simple, sachant qu'on a eu des participations extrêmement intéressantes, donc c'est toujours très compliqué de résumer ça en quelques minutes, et je te remercie d'avoir fait cet effort et bien réussi, parce que j'ai l'impression que ça a plu à d'autres personnes qu'à moi, donc je pense qu'on va pouvoir tout doucement conclure donc cette après-midi, enfin cette fin d'après-midi pour nous en France, et puis cette pause médiane pour nos camarades au Québec. Et
eh bien, vous retrouverez normalement des petits textes de conclusion, des petits textes qui font des résumés un petit peu de ces présentations de la part de nos intervenants. On les publiera sur le site comme d'habitude. Et la vidéo aussi sera publiée sur notre chaîne pour celles et ceux qui veulent retrouver ces éléments. Donc encore merci à nos partenaires, merci aux participants et aux intervenants. Et puis je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne suite de journée. Merci François. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.